BFM Business, BFM Crypto, le club. Et chaque jour, effectivement, c'est notre goûter crypto. Aux alentours de 16h30, les meilleurs experts crypto de France nous rejoignent. Lilian Liaga est avec nous pour Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour. Yves Chouefati nous rejoint également, le président fondateur de Tobam. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Comment les cryptos peuvent, à vos yeux, décorréler un portefeuille d'investissement? Est-ce que le Bitcoin est l'actif le plus diversifiant du monde? On vous posera la question dans un instant. Et Vincent Gagne qui nous appelle également. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour Analyste à tous. technique indépendant. Dites donc Vincent, vous avez mal choisi votre jour là. On disait depuis des jours et des jours, le Bitcoin tient les 30 000. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On est sous les 30 000 $, 29 872 en ce moment. Que se passe-t-il, Vincent? Écoutez, justement, j'ai quelque chose d'important à dire sur Bitcoin. Alors effectivement, attention, je vais m'adresser directement à Bitcoin, ce sera plus simple. Attention Bitcoin, à ne pas manquer le coche, à ne pas rater une occasion cross asset et fondamentale unique. Alors effectivement, vous avez raison, ça fait environ un mois que le cours du Bitcoin reste bloqué par la résistance technique extrême des 31 000, 32 000 $. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que les éditeurs sachent bien qu'elle est considérée, cette résistance technique, comme étant la frontière entre le marché baissier, qui avait commencé à 70 000 $ à l'automne 2021, et la phase de reprise qui a commencé à la fin de l'année 2022. Donc voilà, le marché est bloqué, après avoir quand même pris 80% depuis le début de l'année. Alors attention à ne pas manquer le coche. Pourquoi? Je vais être précis. Depuis environ une semaine, le cours du Bitcoin bénéficie d'un environnement de corrélation extrêmement favorable. Je vais les lister. Corrélation numéro 1, une corrélation inversée, le crash du dollar américain qui aurait dû permettre de donner de l'énergie au cours du Bitcoin pour attaquer la résistance. Il ne l'a pas fait. On voit que les métaux précieux, eux, en profitent. Deuxième élément, alors le marché action, vous venez de l'écrire à l'instant, les indices boursiers continuent de dépasser les résistances et même mieux les valeurs de la tech. Alors, on attend les résultats trimestriels, certes, mais les indices sectoriels des valeurs de la tech dépassent même leur record de décembre 2021. J'en rajoute une couche. Troisième point, les taux d'intérêt. Vous parliez de détente à l'instant, ce qui concerne les taux obligataires en Europe. Mais en fait, ce sont tous les taux obligataires occidentaux qui se détendent depuis une semaine après avoir rejoint les niveaux qui, à l'époque, avaient déclenché la crise bancaire. C'était en mars dernier. Et puis, j'en rajoute encore une couche. Sur le plan endogène, cette fois-ci, je vais faire référence à l'entreprise Ripple, à son token XRP, qui, depuis la semaine dernière, est libéré de l'accusation d'être un security, au moins sur le marché secondaire. En fait, on avait quand même quelque chose d'extrêmement puissant qui aurait pu permettre de dépasser cette résistance à 31 000 $. Et ça n'a pas été le cas. Donc, ça rappelle quoi? Ça rappelle que d'une part, on a raison de dire que c'est la frontière chartiste entre l'ancien marché baissier et ce qui pourrait être le prochain bull run. Ça rappelle surtout qu'il y a encore un enjeu de confiance et que malgré l'actualité récente favorable autour des ETF Bitcoin, eh bien, il y a encore une incertitude réglementaire autour des exchanges, autour de certains jetons, et qu'il faudra encore du temps pour franchir cette résistance des 31 000, 32 000 $. Mais moi, ma conviction, mais elle est personnelle, c'est qu'elle sera franchie d'ici la fin de l'été. Bon, d'ici la fin de l'été. Donc il faut rester vigilant, connecté, suivre effectivement ces seuils techniques. On évoquait là le Bitcoin du côté de l'Ether. On repasse aujourd'hui sous les 1 900 $, 1897 à l'instant. Oui, alors je continue sur Bitcoin, puis je précise sur l'Ether, je vous donne justement les niveaux techniques. Pour le moment, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une phase de transition latérale entre les 29 et les 32. C'est simplement un trading range. Il pourrait éventuellement retracer jusqu'à 28,5. C'est là, en fait, où les choses vont se jouer. Alors, pour certains, l'invalidation de la hausse, ce serait briser le support à 25 000 $. Moi, je vais quand même serrer ça un peu plus. J'estime que l'on peut encore croire à la tendance haussière si le support à 28 500 $ tient. Et je pense que ça va jouer cette semaine. Maintenant, je vous donne la traduction de ce support sur Ethereum dollar. Il s'agit des 1700 $. Donc voilà, 28 500, 1700 $ à tenir impérativement pour ne pas menacer la tendance haussière annuelle. Oui, on est sur le fil manifestement là et peut-être sur un point de bascule. Vous avez raison de nous alerter. C'est Vincent Gagne qui nous accompagne régulièrement. Merci Vincent. Merci à bientôt. Vous partez faire du surf cet été, Vincent? Écoutez, non, je vais plutôt à la campagne, profiter de la nature et de la lecture. Vous avez abandonné le surf. Bon. Non, parce que vous y étiez mis, vous avez laissé tomber. Oui, c'est vrai, mais je reprendrai bientôt. Bon. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison. On vous retrouvera bien sûr à la rentrée avec beaucoup de plaisir au cœur de ce club BFM Crypto. Donc, Bitcoin et Ether qui aujourd'hui repartent à la baisse, après avoir bien performé, c'est vrai, Lilian, depuis le début de l'année. Et l'actualité, Vincent en a dit un mot, c'est Ripple qui donc remporte une victoire quand même face au régulateur américain, la SEC, puisque la justice américaine estime que son jeton n'est pas un titre financier. C'est un vrai séisme positif en l'occurrence pour l'écosystème crypto? Bon,
Oui, je vais être un petit peu plus mesuré que Vincent quand même là-dessus, mais c'est vrai que c'est un procès dont on entend parler maintenant depuis plusieurs années, qui oppose donc la SEC à Ripple, l'entreprise derrière le fameux XRP, l'une des plus grosses crypto-monnaies à l'heure actuelle dans le marché. Et justement, il y a quelques jours, il y a eu une issue à ce procès. Le juge a statué que sur le marché secondaire, la manière avec laquelle le XRP était vendu aux investisseurs américains ne faisait pas de lui une securities. Donc on attendait un petit peu l'issue de ce procès. Ça a eu un effet très positif sur le marché, notamment évidemment sur le cours du XRP, qui a connu une hausse de plus de 70% en l'espace de quelques heures. Une hausse quand même significative, il faut revenir dessus. On parle de l'une des plus grosses cryptos du marché, top 5 de capitalisation, une hausse de 60% ou 70% en période de bear market. C'est pas rien, c'est significatif. Et ça témoigne aussi de la forte communauté qui soutient le XRP, une communauté qui n'a pas arrêté de le soutenir depuis des années, alors que justement le contexte était compliqué pour l'entreprise. On sait que XRP n'a pas pu bénéficier de ce précédent bull run pour aller imprimer des nouveaux plus hauts à cause justement de ce contexte, le plus haut qui date de 2018. Donc la communauté qui est d'une certaine manière un petit peu récompensée de sa patience et de sa résilience. Il n'y a pas qu'une victoire non plus pour la communauté, il y a une victoire aussi pour l'écosystème de manière générale, pour Binance, pour Coinbase, qui ont, Binance US maintenant c'est on va dire terminé, mais plutôt pour Coinbase, Kraken qui ont pu relister le XRP sur leur plateforme. Coinbase aussi qui a en cours un procès avec la SEC. Ça ouvre des champs plutôt positifs pour l'issue de ces procès, notamment justement pour le traitement des crypto-monnaies sur le marché secondaire. Est-ce que ce sont des securities ou non? C'est plutôt positif sur cet aspect-là. Après, il n'y a pas que ça, évidemment. Est-ce que la SEC a dit son dernier mot dans cette histoire? La SEC a quand même expliqué qu'elle était satisfaite de l'issue de ce procès. Parce que, oui, XRP, Ripple ont gagné une bataille contre la SEC, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Il reste encore une étape très importante. C'est la manière avec laquelle Ripple a vendu son XRP aux clients institutionnels, donc sur le marché primaire. Et ça reste un gros élément. De toute manière, on le savait, c'est le plus gros élément. Et pour le coup, c'est un security. Et pour les ventes directes aux institutionnels. D'après ce qu'on a comme information depuis quelques jours, le juge considère pour l'instant que c'est toujours considéré comme un securities parce que ils ont trop lié le XRP aux performances de l'entreprise. Et donc là, il y a encore un gros point noir. On verra l'issue de ce procès. Donc voilà, c'est on va dire une victoire pour la communauté Ripple quand même, qui est soulagée, une victoire pour l'écosystème. Mais il y a encore un point noir pour l'avenir de l'entreprise et du XRP. On n'est pas encore au bout du processus, Yves, mais est-ce que vous pressentez qu'on est potentiellement sur un moment clé, fondateur peut-être pour l'écosystème? C'est clair. C'est clair qu'en fait, ce qui risque de se passer, c'est que le brouillard va se lever, quoi. Donc on est dans une zone de non-droit, où la SEC a refusé d'apporter des réponses claires à certaines questions qui, elles, étaient simples. Et ça a fait peser à l'environnement crypto. Ça a ralenti le développement de l'environnement crypto. Je pense que cette levée du brouillard était attendue. On a vu que les dépôts de dossiers d'ETF de la part de très gros institutionnels se sont un peu accumulés. Ça veut dire que tout le monde est en attente de la levée du brouillard et il y aura à l'intérieur de l'univers crypto, on pense qu'il y a à peu près 12 500 cryptos aujourd'hui, toutes ne seront pas traitées à la même enseigne. Il y a clairement des cryptos qui ont servi à financer des entreprises. Celles-là, je pense que c'est clair qu'elles devront obéir à la réglementation sur les titres financiers. D'autres, à l'extrémité, évidemment, il y a le Bitcoin, qui lui n'a pas servi à financer une entreprise, clairement, seront reconnus comme des commodities. Entre ces deux choix, il va y avoir une ligne de partage qui va se décider et on va probablement, à partir de la levée du brouillard, pouvoir aborder des nouvelles étapes dans l'adoption de la crypto. Ce qui a vraiment réglé les prix dans la crypto, c'est l'adoption. Vu que dans la plupart des cryptos, le phénomène n'est pas inflationniste, on n'imprime pas des cryptos au gré de la demande, plus la demande augmente, plus le prix augmente systématiquement, parce que l'offre, elle, n'augmente pas. Et à chaque fois, il y a des paliers qui sont franchis et qui font monter
le prix des cryptos. Bon, et donc si le brouillard se lève, quand il va se lever, et il semble tendre à vouloir se lever, effectivement peut-être que ce sera un pas de plus, en tout cas un moment clé qui facilitera la démocratisation. On aura l'occasion d'y revenir. On imagine qu'il est question de tout ça d'ailleurs dans cette conférence qui a lieu là en ce moment à Paris. Une nouvelle fois, Paris, capitale européenne des cryptos, c'est le THCC, c'est ça le nom de cette conférence, l'Ethereum Community Conference qui a lieu en ce moment. Exactement, Paris aux couleurs du Web3 et des cryptos. Si vous baladez autour de Maison de la Mutualité à Paris, que vous voyez des gens avec des t-shirts ou des casquettes à l'effigie des projets crypto que vous connaissez, faut pas vous étonner, hein. Donc c'est ETHCC. Ça va les réveiller là, dans le 5e arrondissement, on est au cœur du 5e. Ça bouge pas mal. Ça va leur faire bizarre là. C'est marrant de voir des gens passer avec des t-shirts Polygon ou Ethereum. Donc c'est la 6e édition de cet événement qui est l'un des plus gros événements crypto en Europe et dans le monde. C'est une semaine de conférences dédiées à Ethereum et à tout son écosystème. Il y a plein de projets qui sont présents. Des projets qu'on connaît très bien, dont on entend beaucoup parler, Polygon, Starkware pour Starknet, des protocoles de DeFi, Lido par exemple, on a AAVE aussi. Et on a beaucoup de beaux mondes qui se sont succédés aussi d'ailleurs sur les stages depuis hier. C'est-à-dire que les stars mondiales de l'écosystème crypto sont à Paris. On a des gros stars. On a Stani Kuleshov qui est fondateur de AAVE. On a Tim Beko qui est un développeur très suivi sur Ethereum. Et puis on a eu aussi ce midi qui est passé Vitalik Buterin, forcément fondateur d'Ethereum, qui a fait beaucoup de bruit, qui a rempli la salle et beaucoup de monde. Donc une conférence très intéressante. C'est aussi l'occasion pour les projets de parler de leur actualité, de donner des nouveautés, comme dans beaucoup de conférences de toute manière. Je vous invite d'ailleurs à suivre ETHCC sur leurs réseaux sociaux. Ils partagent beaucoup toutes ces actualités-là. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont partagées. Il y en aura d'autres encore jusqu'à la fin de la semaine. Donc je vous invite à le faire. Ce que je trouve intéressant, comme vous disiez Guillaume, c'est le fait que Paris soit vraiment l'une des villes principales du Web3 et des cryptos. Et de voir aussi que malgré le bear market, on a toujours des gens qui s'intéressent à l'écosystème. Il suffisait de venir hier matin à 9h devant l'événement. Il y avait 150-200 personnes qui faisaient la queue pour récupérer leurs billets. Et donc c'est vrai que ça fait du bien de voir ça, alors que le bear market nous atteint depuis plus d'1 an maintenant. Et vous citiez AAVE, on va en reparler dans un instant, puisque AAVE lance son stablecoin. Vous nous direz ce que ça pourrait changer pour la finance décentralisée. Juste avant, Yves, est-ce que vous continuez à penser que le Bitcoin est probablement l'un des actifs, voire l'actif le plus diversifiant au monde pour les investisseurs ? Oui. Effectivement, dans la thèse d'investissement qui est écrite Tobam sur le Bitcoin, un des grands attraits du Bitcoin pour nous, c'est son pouvoir diversifiant. Alors, la diversification, ça se mesure avec une corrélation. Et on s'est fait opposer assez souvent ces derniers mois, et surtout l'année dernière, le fait que le Bitcoin était fortement corrélé au Nasdaq. Alors moi je suis statisticien de formation et j'ai coutume de dire que quand on a fait de la statistique de manière sérieuse, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on ne parle jamais d'une statistique sans parler de sa significativité. Même aujourd'hui, quand vous voyez la météo à la télévision, on vous parle de la probabilité, on vous fait des prévisions, puis après on vous donne un intervalle d'incertitude. En fait, ce qui ressort de la corrélation du Bitcoin, par exemple, au Nasdaq, c'est qu'elle est extrêmement instable. Si on se met à jouer à pile ou face tous les deux, à un moment donné je vais tirer 5 fois pile, vous allez tirer 5 fois pile, et notre corrélation sera parfaite, mais elle ne sera pas significative. Okay ? En fait, des corrélations à zéro, ça n'existe pas. Il y a des corrélations qui sont stables ou instables. Et en fait, comment va s'exprimer un statisticien ? Il va dire la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq est non significativement non nulle. Et ça, c'est la manière scientifique de s'exprimer sur la corrélation. Et effectivement, on va avoir une corrélation qui, aujourd'hui, la corrélation 2 mois, sur 2 mois, entre le Nasdaq et le Bitcoin, elle est d'à peu près moins 20%. Donc, vous voyez qu'on a une corrélation qui est non significative. Et donc, effectivement, combiner le Bitcoin avec d'autres actifs, dont le Bitcoin, dont le Nasdaq, c'est accroître la diversification de son portefeuille. D'accord, mais si je vous dis qu'à d'autres périodes, on a vu une corrélation, vous me répondez quoi, là, en l'occurrence ? On a vu une corrélation qui voulait rien dire. D'accord. Donc, qui n'est pas stable. C'est pas parce que pendant 5 jours... C'est une coïncidence. Voilà, c'est tout à fait. C'est de l'ordre de la coïncidence. À un moment donné, il va tirer 5 fois pile, je vais tirer 5 fois pile. Notre volatilité va être de 0, notre corrélation va être de 1. Mais on ne peut pas s'appuyer sur ça pour parler de l'avenir. Est-ce que pour parler de l'avenir, on peut davantage s'appuyer quand même sur le fait que Bitcoin reste très volatile ? Quel regard ça doit amener à poser sur l'avenir du Bitcoin à long terme, cette volatilité ? Alors la volatilité du Bitcoin, elle est due au fait que le Bitcoin, c'est un projet. Le Bitcoin, en fait, c'est une start-up. Et il y a un truc qu'on ne sait pas faire sur cette planète, c'est pricer une start-up. Combien vaut une start-up ? Ça, personne ne sait le dire.
Hein, on n'est pas tout à fait au doigt mouillé, mais pratiquement. Et en fait, la volatilité, elle est due tout simplement à une très grande incertitude sur l'avenir de cette start-up. Hein, l'avenir du Bitcoin, c'est quoi? Ben, je peux vous le dire, dans 10 ans, soit le Bitcoin vaudra plus d'1 million de dollars, soit il vaudra moins de 1000 $. Donc soit il est condamné à s'échouer lamentablement, soit il va représenter quelque chose de très très gros. Et c'est l'incertitude entre ces deux scénarios qui fait qu'il sera entre les deux. Qui fait qu'il est très très volatile parce que effectivement, c'est comme Google en 1996. Google en 96, ça vaut entre 0 et 1000 milliards. Et c'était très 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 volatile. Le Bitcoin, il a une thèse d'investissement. Si cette thèse d'investissement se réalise dans l'avenir, le prix va beaucoup monter et la volatilité va beaucoup baisser. Ça veut dire qu'on est devant un dilemme. Soit on achète le Bitcoin maintenant, quand il est pas cher, mais qu'il est très volatile, soit on préfère attendre qu'il soit moins volatile, mais il va falloir le payer beaucoup plus cher. Larry Fink, le PDG de BlackRock, a quand même déclaré qu'à ses yeux, le Bitcoin est, on le cite, un actif international indexé sur aucune monnaie. Il pourrait être, dit-il, une alternative à l'or pour se protéger de l'inflation, des problèmes d'un pays ou de la dévaluation de votre monnaie, quel que soit le pays où vous vous trouvez. C'est Larry Fink, le patron de BlackRock. Voilà. Ouais. Larry Fink, il s'exprime en investisseur. Et la première chose que fait un investisseur quand il parle d'un actif, c'est qu'il parle d'une thèse d'investissement. Et il faut bien comprendre qu'une thèse d'investissement, c'est quelque chose qui est éminemment incertain. Une thèse d'investissement, il ne s'agit pas de dire des réalités. Il s'agit au contraire de dire quelque chose qui est faux aujourd'hui, mais qui pourrait devenir vrai demain. Hein, si je viens vous voir en vous disant l'action Apple peut atteindre les 5 000 $, il ne va pas falloir attendre que les 5 000 $ soient atteints pour en acheter. Ce sera trop tard. Une thèse d'investissement, c'est quelque chose qui a une antithèse. Et ce qu'il a exprimé, Larry Fink, c'est une thèse d'investissement. Effectivement, ça pourrait devenir une alternative à l'or. On est aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, confronté à cette situation où les monnaies fiat sont de manière de plus en plus évidente, incapables de transporter de la valeur dans le temps. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'en fait, si on vient au travail tous les jours, si on accepte de venir au travail tous les jours, c'est parce qu'on a un salaire. Et pourquoi on vient contre un salaire ? Parce qu'on espère que ce salaire pourra un jour nous permettre d'acheter le travail de quelqu'un d'autre. Donc la plus grande des fonctions de l'argent, c'est le stockage de la valeur, c'est le transport de la valeur dans le temps. Okay. Et pourquoi ça s'est mis en cause à vos yeux, ou c'est de moins en moins sûr ? À cause d'un phénomène dont on n'arrive pas à se débarrasser sur cette planète, qui s'appelle l'inflation. Parce qu'on a affaire, d'une part, à des banques centrales qui s'arrogent ou qui se voient arroger d'autres missions que la stabilité des prix. Et que dès qu'elles ont une autre mission que la stabilité des prix, cette mission-là, elle va s'exercer aux dépens de la stabilité des prix. Vous êtes impatient, on va y arriver. L'inflation, elle ralentit là en ce moment. Enfin, vous pensez pas que ça fait à peu près 2000 ans dans son lit qu'on imprime des monnaies. Ça fait 2000 ans qu'on n'arrive pas à maîtriser l'inflation parce que c'est un phénomène qui a expliqué un peu l'école autrichienne d'économie, en particulier Friedrich Hayek. Friedrich Hayek considère que dès qu'un groupe de personnes bénéficie du monopole de l'émission monétaire, tôt ou tard, il en abuse. Et de cet abus, il va résulter des crises d'inflation, qui fait que dans le passé, il n'y a aucune monnaie qui ait jamais résisté à ce phénomène. Attendez, avant le Covid, on craignait une déflation, on en était là. On craignait une déflation, on n'arrivait pas à atteindre les 2% d'objectif d'inflation, on était à 1,5 avant le Covid. Effectivement, parce qu'en fait, l'inflation telle que le calcul les grands organismes statistiques ne mesurent pas le coût de la vie, mais il mesure le coût d'un certain panier de consommation. Aujourd'hui, le coût de la vie, il n'est pas du tout reflété par ce panier de consommation. La plus grande dépense des ménages en France, c'est quoi ? C'est l'immobilier. Et plus que l'immobilier, allez-y. La contrepartie de la dépense publique. Ah, la contrepartie de la dépense publique qui a énormément augmenté, qui n'intervient pas dans l'inflation. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc les impôts, les taxes, etc. Voilà, les impôts, les taxes, le coût de la contrepartie de la dépense publique. Et tout ça, ça n'intervient pas dans le calcul de l'inflation. Donc l'inflation ne reflète pas le coût de la vie, il reflète simplement un panier un peu subjectif de biens de consommation. Ces biens de consommation, on en a délocalisé la production dans des pays où la main-d'œuvre était moins chère. Ces gains de productivité, on arrivera un jour au bout de cela. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui fait que l'inflation est en train de se transmettre
y compris aux biens de consommation. Bon. Voilà, c'est intéressant. Replay à suivre, bien évidemment. Après, elle ralentit l'inflation, mais effectivement, on a du mal. Les banques centrales ont beaucoup de mal à chaque fois à amener l'inflation dans leurs objectifs. On sent qu'on n'a pas la maîtrise complète sur tout ça, effectivement. Et parallèlement, c'est dans ce contexte aussi. Et alors que l'hiver crypto se poursuit, mais qu'on a quand même de plus en plus de passerelles, peu à peu, qui se construisent entre l'univers de la finance traditionnelle et cet univers crypto, c'est dans ce contexte qu'un nouveau stablecoin voit le jour, celui d'AAVE. Qu'est-ce que ce nouveau stablecoin va changer pour la DeFi, notamment la finance décentralisée, Lilian? Ouais, donc c'est le nouveau stablecoin décentralisé qui a été lancé par AAVE, l'un des plus gros protocoles de finance décentralisée. Il s'appelle Go, GHO. Il a un fonctionnement assez intéressant, je voulais revenir dessus. Donc c'est un stablecoin décentralisé qui est surcollatéralisé. Ça veut dire que pour en obtenir, il faudra déposer des cryptos en collatéral sur le protocole AAVE pour pouvoir récupérer du Go, donc du stablecoin. Donc c'est ça qui assure la surcollatéralisation. L'emprunt, finalement, puisque c'est un emprunt, nécessite de payer des taux de 1,5%, des taux qui sont quand même assez faibles, qui défient toute concurrence. Sur ces taux, ce qui est intéressant, c'est qu'on paye directement la communauté, la DAO. Donc c'est très vertueux pour le protocole AAVE. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les détenteurs de tokens AAVE pourront obtenir des réductions sur cet emprunt. Donc voilà, c'est un nouveau mécanisme qui accroît, on va dire, la valeur du protocole AAVE et du token associé, et donc qui s'est lancé en tout début de semaine. Il est possible d'en obtenir dès maintenant. Et en 30 secondes, ça va changer quoi, la finance décentralisée? On a compris, pour AAVE, c'est vertueux, mais pour la finance décentralisée, qu'est-ce qu'il apporte, ce stablecoin? Aujourd'hui, on a eu des échecs en termes de stablecoin décentralisés, donc plutôt algorithmiques. L'année dernière, on en a beaucoup parlé avec l'UST. On a quelques stablecoins décentralisés, mais majoritairement, le stablecoin, c'est centralisé, UST, USDC. Ça permettra de proposer une alternative assez intéressante pour les investisseurs qui veulent faire de la DeFi. Merci messieurs. Toute l'actualité crypto synthétisée chaque jour aux alentours de 16h35, notre club BFM Crypto. Lilian Aliaga pour CryptoHost et Yves Chouefati pour Tobam étaient nos invités. Salut messieurs. Bon retour. Dans un instant, la séance du jour en direct à la radio, à la télé. On se reconnecte au CAC 40 et à Wall Street. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site BFM Bourse. Toutes les datas boursières du jour réactualisées seconde après seconde. À tout de suite.